On va passer à notre deuxième intervenante avec un autre sujet différent. On est avec Judy Obel. Donc, Judy est une spécialiste des sciences sociales et est une praticienne du développement. Elle est titulaire d'un doctorat en éducation et en anthropologie, d'une maîtrise en santé publique et d'une maîtrise en éducation des adultes. Donc, vraiment une bonne carrière éducative. Son travail se concentre sur cette question de l'intégration de la culture, une approche culturelle pour résoudre différents problèmes. Elle est cofondatrice et directrice exécutive de Grandmother Project, Change Through Culture. Une association très intéressante d'ailleurs que j'ai découverte avec elle. Et Julie va nous parler aujourd'hui sur le thème de la promotion des droits et du développement des filles à travers une approche fondée sur la culture et surtout avec une approche qui intègre les grands-mères dans la résolution des problèmes que les filles peuvent affronter, tels que l'éducation, l'accès à l'éducation limitée, les mariages et les précoces et les grossesses précoces, et les mutilations génitales féminines. Je laisse la parole à Judy. Je pense que vous voulez partager votre écran. Je vais vous donner déjà la possibilité de le faire. D'accord. Bonjour. Alors, voilà. Vous pouvez partager maintenant si vous voulez, Judy. Bonjour Judy. Bonjour. Bonjour. Comment Merci allez-vous? de votre participation. Donc, Merci. pour vous dire, Judy, je pense, elle est américaine d'origine, c'est ça. Oui, Voilà, pour l'accent, pour que les gens, parce que sachent, ils vont dire c'est quoi l'accent. Donc, elle est américaine et elle vit aussi à Rome. oui, c'est ça. Bon, voyons. Je pense que avec ça, C'est parfait. mais je ne vois pas mes notes. Alors là, je pense que vous n'allez pas les voir directement, combien elle partage d'écran. Vous voyez maintenant ou pas? Non. Attends. Non. J'ai. Attends. Attends. Je pense que. Est-ce que c'est celui-là qu'il faut? Hein? Non. Non. Je pense qu'il faut recommencer. Voyons. Il n'y a pas de souci. Attends. Ah, c'est sûr. Attends, ça devrait être. Je ne vois pas les notes. Alors, est-ce que vous voulez que je partage moi-même votre présentation et comme ça, vous êtes libre de D'accord, lire vos notes? d'accord, d'accord. Et vous, et vous me dites à quel moment je change. Voilà, ça serait peut-être le plus simple. Ok, ok, d'accord. Ok, ça va? Donc, Voilà, juste, voilà. Vous pouvez sortir du partage d'écran vous-même. ah oui, c'est vraiment dommage. Voilà, stop sharing, OK, je vais le faire moi-même ici. Et vous me voyez ou non? Oui, oui. Ah, voilà. Oui, ça y est, on vous voit. Donc, pour moi, c'est bon, on est prêt. Vous me dites quand est-ce que je change, j'ai pas de problème. Je rappelle donc les participants que vous pouvez toujours poser vos questions dans la case Q et R. Je dis la parole est à vous. Ok, donc je dois enlever le. Oui, ok, voilà, ok. Donc, bon, je salue à tout le monde et je remercie surtout Dr. Bader pour cette opportunité de partage du travail, pour partager le travail de moi-même et de mon équipe de collègues sénégalais, dont certaines sont en ligne avec nous aujourd'hui. À l'occasion de la Journée de la femme, ma présentation met la lumière sur la situation des filles africaines et aussi sur le rôle et influence des femmes âgées ou grand-mères qui ne sont pas toujours prises en compte dans les discussions sur les femmes. Mon organisation s'appelle Grandmother Project, Changement par la culture.
et j'explique brièvement pourquoi changement par la culture. À partir de mon expérience de beaucoup d'années, travaillant dans les programmes communautaires de développement, surtout en Afrique, mais aussi en Asie et en Amérique latine, dans les domaines de la santé maternelle et infantile, éducation et des jeunes, j'ai observé trop fréquemment les programmes qui n'étaient pas enracinés dans le contexte culturel. Souvent, les programmes qui voyaient la culture comme une contrainte, que moi j'ai toujours vu comme une ressource. Ensuite, l'aperçu, un peu aperçu sur les points que je vais aborder, l'introduction, le contexte vis-à-vis des problèmes auxquels les adolescents sont confrontés et les ressources culturelles pour les affronter, quelques fondements conceptuels du programme de développement holistique des filles, la stratégie communautaire proprement de changement par la culture, visant le changement de normes sociales en rapport avec les droits et le développement des filles, quelques résultats clés du programme DHF et quelques enseignements tirés. Ensuite, la mission de Grandmother Project, Changement par la culture, est d'accroître la capacité des communautés de promouvoir les droits et bien-être des femmes et des enfants, surtout des filles, utilisant une approche basée sur le contexte culturel. Ensuite, les piliers de l'approche du changement par la culture qui soutiennent tout notre travail, c'est que la culture nous considérons que la culture est le fondement de tout programme communautaire, que l'importance de l'implication des aînés et surtout les grands-mères, la communication entre les générations, le renforcement des compétences et engagement des leaders communautaires et l'utilisation des méthodes de communication-éducation basées sur le dialogue et la recherche de consensus. Ensuite, les fondements conceptuels de ce programme relèvent surtout de l'anthropologie, de la psychologie communautaire, du développement communautaire et de l'éducation des adultes. Ici, nous voyons des jeunes filles de tous les continents. Dans les pays du Sud, beaucoup de filles sont confrontées par des défis, des problèmes qui limitent leurs droits et leur développement. Ensuite, les problèmes majeurs auxquels les filles sont confrontées sont en rapport avec leur scolarisation, les mariages précoces, les grossesses précoces et dans beaucoup d'endroits, surtout en Afrique et parfois ailleurs, la mutilation génitale féminine. Beaucoup de programmes ont comme objectif à résoudre ou à éliminer ces problèmes. Et beaucoup d'organisations adoptent des stratégies qui sont centrées sur les filles. Ensuite, voici, nous voyons une famille sénégalaise dans laquelle on voit plusieurs jeunes filles. Nous savons que dans les pays du Sud, la structure prédominante des familles est la famille élargie, où les filles sont influencées par un ensemble de personnes et de facteurs qui relèvent du contexte culturel qui les entoure. Cette photo montre clairement que les filles ne sont pas seules. Elles font partie d'un système familial. Pourtant, au Sénégal, comme ailleurs en Afrique, la majorité des programmes d'appui aux filles sont centrés sur les filles, souvent sans l'implication effective d'autres acteurs de la famille et communauté. Cet exemple suggère clairement des limites des stratégies qui sont centrées sur les filles de façon linéaire. Et cet exemple veut montrer l'influence du contexte culturel sur elles et l'importance de son prise en compte dans la conception de programmes en faveur de leurs droits
et développement. En rapport avec l'exemple intérieur du Sénégal, malheureusement, dans les programmes de développement en général, d'appui aux filles et dans d'autres domaines, très souvent, il y a un écart entre les politiques et programmes de développement et le contexte culturel qui définit les valeurs, les rôles, l'organisation sociale au sein des communautés. Et cet écart contribue très souvent aux résultats limités des programmes. Qu'est-ce qui explique cet écart? Pour l'ensemble des programmes de développement communautaire et spécifiquement relatifs aux programmes qui promeuvent les droits et bien-être des adolescentes. Souvent, un problème de fond est l'inadéquation dans la compréhension préalable du contexte culturel pour lequel le programme est élaboré. Ensuite, le Malawien Malunga, dans son article sur le développement endogène en Afrique, a écrit « La plupart des efforts de développement sur le continent échouent parce qu'ils ne sont pas basés sur une compréhension approfondie et un respect pour les cultures africaines. » Du point de vue de l'Occident, je pense que parfois on sous-estime l'importance de la culture pour les communautés dans le Sud global. Je pense que ce point, cette limitation est un peu en rapport avec la tension entre les idées de universalité et de spécificité des cultures, des différentes sociétés et cultures. Écoutons une grand-mère et sa réflexion sur l'importance de la culture. Ensuite, c'est grand-mère Tobo qui nous dit « La culture est la chose la plus importante pour un individu. Il faut connaître sa culture, autrement vous risquez d'être influencé et absorbé par la culture de l'autrui. » Pour continuer la réflexion sur l'exemple, par exemple, d'une jeune fille qui peut être menacée par la décision de la famille de lui donner un mariage à 14 ans, l'Union visualise leur enracinement dans le système familial, communautaire et culturel. D'une part, les filles sont appuyées par ces systèmes qui les entourent, mais d'autre part, elles sont contraintes par les influences de la famille, de la communauté et enfin par la culture. Ensuite, en rapport avec l'Union et l'influence majeure du système culturel, que ce soit sur le mariage précoce, les mutilations génitales féminines, etc., ces normes sociales sont enracinées dans la culture. Les filles ne peuvent pas changer ces normes toutes seules. Il y a les autorités culturelles qui ont la responsabilité de perpétuer ces normes sociales, mais aussi qui ont le pouvoir de les changer. En dépit du phénomène de l'oignon et ce qui concerne la position et le pouvoir des filles, ensuite, beaucoup de programmes se focalisent sur les filles, souvent uniquement sur les filles, d'autres cas principalement sur elles et sans impliquer d'autres acteurs familiaux et communautaires, sans prendre en compte la culture. Souvent, même la culture est aperçue comme un obstacle, comme souvent dans les rapports des organisations, quand on voit la référence à la culture, c'est suivi de les contraintes culturelles, les obstacles culturels ou bien les barrières culturelles. Donc, dans notre programme avec des communautés au Sénégal, nous avons vu l'impact de la culture
des différents systèmes qui entourent les filles et l'importance de les prendre en compte dans la conceptualisation de toute stratégie de changement social. Ensuite, quelles sont les facettes de la culture qu'il faut prendre en compte? Évidemment, la culture, on a écrit des livres sur la culture. C'est très complexe, beaucoup d'aspects. Mais ici, quelques facettes clés qui, je pense, malheureusement, ne sont pas systématiquement prises en compte le plus souvent. D'abord, c'est les valeurs des sociétés africaines et sociétés endogènes de façon plus générale dans le sud global. Deuxièmement, les rôles et l'influence des acteurs familiaux et communautaires. Ensuite, les anthropologues et psychologues ont catégorisé les cultures sur un continuum entre les cultures individualistes et les cultures collectivistes. Les cultures individualistes, selon un article très important de Heinrich et collègues, les sociétés individualistes constituent seulement 12% des sociétés dans le monde, et donc ils les appellent le monde minoritaire. Et de l'autre côté, les sociétés collectivistes qui constituent dans leur calcul 88% des sociétés dans le monde et constituant le monde majoritaire. Donc, ces anthropologues psychologues ont identifié des différences très significatives. Et le prochain slide, pour aller un peu plus loin dans ces différences, et en rapport avec notre réflexion sur les stratégies d'appui aux jeunes filles, si nous descendons, commençons à gauche, dans les sociétés, dans les cultures occidentales plus individualistes, il y a la prédominance de la famille nucléaire et les adolescents et le fait que les adolescents deviennent de plus en plus autonomes, distants de leur famille au fur et à mesure qu'ils prennent de l'âge. Ceci est en opposition, si on peut dire, ou à la différence des cultures endogènes plus collectivistes où la famille élargie prédomine et les adolescents maintiennent une relation rapprochée avec les parents aînés, non seulement pendant l'adolescence, mais pendant toute la vie. À gauche, dans les sociétés plus individualistes, les valeurs primordiales sont, entre autres, l'autonomie et l'indépendance. À la différence des valeurs primordiales aussi dans les cultures plus collectivistes de l'interdépendance et la connectivité sociale. Dans les sociétés individualistes, les droits individuels priment. Tandis que dans les sociétés collectivistes, il y a la responsabilité envers les autres. Le concept d'Ubuntu en Afrique qui met l'accent plus sur la responsabilité envers les autres que sur les droits individuels. Les jeunes passent plus de temps avec les aînés, passent peu de temps avec les aînés et peuvent les considérer comme dépassés dans les cultures individualistes. Tandis qu'à droite, les aînés sont respectés et les jeunes apprennent d'eux. Enfin, et en rapport avec le dernier point, c'est que dans les sociétés plus individualistes, il y a des relations fortes avec les pairs, tandis que dans les sociétés plus collectivistes, les relations entre les générations sont fortement valorisées, ainsi que les relations avec les pairs. Donc, par rapport à ces différences,
Je pense que ce que nous observons dans la majorité des programmes visant des filles, c'est qu'ils promeuvent des valeurs plutôt de la colonne de droite, plutôt des valeurs occidentaux, les valeurs plus individualistes, euh, l'autonomie, l'indépendance, par exemple, l'autonomie et l'indépendance plutôt que l'interdépendance et la connectivité sociale. Et je pense que nous observons aujourd'hui de plus en plus une réaction venant des pays du Sud contre ces effets, on peut dire, de la globalisation, du transfert et, si vous voulez, de l'imposition des valeurs occidentales vers les pays du Sud. En rapport avec plusieurs de ces points dans ce tableau, ensuite, le rôle des aînés, qui est extrêmement important dans l'ensemble des cultures, des sociétés dans le Sud global. Et une citation importante, probablement certains d'entre vous l'ont déjà entendu, de philosophe malien qui était vraiment quelqu'un qui a étudié en France et qui est retourné après au Mali et qui a vraiment essayé de voir la convergence. On peut dire que c'était une préoccupation pour lui, la convergence des valeurs des pays du Nord et du Sud, qui a dit qu'en Afrique, quand un aîné meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Je pense que ceci, ainsi que d'autres proverbes tels que l'autre qui dit qu'un un aîné assis par terre voit plus loin qu'un jeune perché sous l'arbre. Enfin, ces éléments reflètent l'importance du rôle des aînés euh, et du rôle des aînés. Je pense que nous ne savons pas si Amadou Hampâté-Bâ réfléchissait des aînés hommes et femmes, mais de toute façon, dans notre travail, on reconnaît les aînés hommes et les aînés femmes. Et on se réfère à eux comme des autorités culturelles. Ensuite, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation, de base, du mariage, de tous les autres aspects de la vie de l'enfant. Ce sont ces années qui sont responsables pour la transmission des normes sociales d'une génération à l'autre. Et comme j'ai dit tantôt, c'est aussi eux qui ont le pouvoir de les modifier. Malheureusement, les programmes pour les jeunes et spécifiquement pour les filles, dans ces programmes, les autorités culturelles sont peu reconnues et très rarement impliquées. Encore l'écart entre le contexte culturel et les programmes. Ensuite, un ami, professeur Dixon Chibanda, psychiatre zimbabwéen qui est à l'école de santé publique à Londres, lui, il a écrit que quand les programmes pour les jeunes se focalisent uniquement sur eux et n'impliquent pas les aînés, ils privent les aînés de leur raison d'être. Ça devrait nous faire réfléchir beaucoup quant à qui devrait être impliqué dans les programmes visant les droits et bien-être des jeunes et des filles en particulier. Dixon est quelqu'un qui a beaucoup investigué le rôle des aînées femmes ou grand-mères et il souligne l'importance du rôle des grand-mères, surtout avec les filles. Ensuite, au cours des années de travail, comme j'ai dit tantôt, avec les programmes communautaires en Afrique, Asie, Amérique latine, je me suis rendu compte de plus en plus du rôle central joué par les grand-mères dans les familles.
surtout en rapport avec les questions de santé maternelle et infantile, petite enfance et aussi l'adolescence, et particulièrement le rôle dans la vie des filles de tous les âges. Leur rôle dans la transmission des normes pratiques et l'accompagnement de celles-ci. Cependant, comme j'ai dit tantôt, jusqu'à aujourd'hui, leur rôle, expérience, influence sont accordés peu d'importance dans les politiques et programmes. Ensuite, au Sénégal comme ailleurs en Afrique, les personnes les plus proches et responsables de la socialisation des jeunes filles sont les grands-mères. Ensuite, les grands-mères qui influencent, qui ont une grande influence dans les familles et dans les communautés sur les décisions vis-à-vis de la scolarisation de les filles, on va les envoyer ou pas, on va les laisser étudier ou pas, sur les mariages des filles, le choix de l'époux, l'âge de mariage, les grossesses précoces et le rôle central qu'elles jouent dans la mutilation génitale féminine. Ensuite, et nous disons souvent, étant donné le rôle, expérience, autorité des grands-mères, qu'elles constituent une ressource abondante qui est sous-utilisée dans beaucoup de programmes, mais surtout parlons des programmes visant les droits et développement des filles. Ici, nous voyons des éléments de notre programme de développement holistique des filles, qui a comme but d'accroître la capacité des communautés à promouvoir elles-mêmes le développement holistique des filles. Au Sénégal, ou dans le sud du Sénégal, nous travaillons, où les familles accordent plus d'importance à l'éducation de garçons que des filles, aussi où les mariages précoces, les grossesses précoces et les mutilations génitales féminines sont prévalents. Notre programme le programme de développement holistique des filles est mis en œuvre depuis 2008. Ça continue à s'élargir géographiquement. Ce programme, un aspect important est le fait que ce programme aborde les priorités internationales concernant l'éducation, le mariage précoce, grossesse précoce, mutilation génitale féminine, mais en même temps, il aborde des questions prioritaires des communautés en rapport avec le développement moral, spirituel et culturel des jeunes filles. Et la première étape dans l'élaboration de cette stratégie consistait d'un processus d'écoute et de dialogue avec les communautés pour connaître leurs priorités pour le développement de leurs filles. Et donc, ce cercle et tout le programme est, comme je viens de dire, combine leurs préoccupations avec les préoccupations vraiment au niveau international. Ensuite, la stratégie développement holistique des filles, d'une part, c'est inclusive. J'ai beaucoup parlé des grands-mères. J'ai voulu mettre l'accent sur elles, comme souvent elles ne sont pas incluses. Mais en effet, cette stratégie inclusive implique les hommes et les femmes des trois générations, aînés, adultes, adolescents, les enseignants, les agents de santé, les leaders traditionnels et religieux. Cette stratégie renforce la capacité des leaders communautaires des trois générations et des deux sexes. Et, très important, ils utilisent des méthodes d'éducation des adultes basées sur le dialogue, pas sur les messages. Nous, on critique toujours les approches messagistes. C'est des méthodes d'éducation des adultes qui catalysent la réflexion et la recherche de consensus sur comment assurer le développement holistique des filles. Spécifiquement concernant l'implication des grands-mères,
Le développement holistique des filles, le programme a comme objectif d'accroître les connaissances des grands-mères sur l'adolescence et sur le développement holistique des filles, de renforcer les relations entre les grands-mères, les filles et les mères pour créer des coalitions de femmes, pour protéger et promouvoir le développement holistique des filles, pour accroître la confiance des grands-mères leaders à influencer les familles et les leaders communautaires pour le changement d'attitude vis-à-vis du développement holistique des filles. Donc, ensuite, pour aller vers l'opérationnalisation de ces plusieurs concepts et méthodes, le programme est organisé autour d'une série d'activités qui suscitent un dialogue, comme je viens de dire, pour arriver à un consensus entre les acteurs communautaires pour un changement de normes sociales. Ensuite, ce diagramme illustre, enfin, oui, illustre le processus de dialogue entre les différentes catégories de membres de la communauté. Vraiment une approche systémique à une approche systémique au changement. Je vois et je m'excuse que il y a je ne sais pas comment ça s'est passé dans ce schéma, la flèche qui descend verticalement, il y avait les grands-mères qui étaient écrites là-bas et malheureusement, ça a sauté, c'est parti quelque part. Mais en tout cas, évidemment, c'est des catégories de personnes clés là-dedans. Euh, donc, les activités de cette stratégie. L'activité fondamentale est le forum intergénérationnel qui a lieu de temps à autre, pas fréquemment, mais qui implique, comme j'ai dit tantôt, les 3 générations, hommes et femmes, leaders traditionnels, religieuses, etc. Ensuite, donc parfois dans le groupe hétérogène, souvent dans les petits groupes, par sexe et par âge. On voit en haut à gauche, on voit les aînés, les jeunes garçons, les mères. En bas, les jeunes filles, les grands-mères. Euh, les réflexions les réflexions sur des situations, le partage d'informations et comme j'ai dit, la recherche, l'identification des stratégies de solutions qui viennent des différents groupes et ainsi en plénière la synthèse des différentes idées. Les autres activités incluent ensuite les journées d'hommage aux grands-mères, ensuite la formation des grands-mères leaders pour accroître leur connaissance et engagement, ensuite les forums de femmes, comme j'ai dit, en vue du renforcement vraiment de la solidarité entre les 3 générations de femmes dans les alliances de femmes. Ensuite, les séances sous l'arbre, plutôt avec les filles, les mères et les grands-mères, utilisant des activités participatives, toujours de réflexion, de partage. Ensuite, la formation en leadership, les ateliers de formation en leadership des adolescentes basés sur les valeurs africaines, telles que la solidarité, le respect des aînés et l'amour du prochain. Si vous regardez online, il y a beaucoup d'organisations, surtout internationales, qui ont développé des programmes, des stratégies de formation des jeunes filles en leadership. Mais si vous regardez bien, les valeurs qui sont transmises à travers ces stratégies sont des valeurs
plutôt d'autonomie, d'indépendance, de prise de décision individuelle, vraiment des valeurs individualistes, à la différence ici. Et ici, vous verrez dans cette photo, c'est la plupart, chaque fois, il y a 16 jeunes filles, mais également 4 mères et 4 grands-mères. Toujours dans le renforcement des valeurs africaines, la valeur de l'importance des relations et communications entre les générations, non seulement est discutée, mais démontrée, développée lors de ces ateliers. Et en dernier lieu, et enfin, les journées enfin, les journées de dialogue et de solidarité, où les participants sont principalement les aînés, grand-mère, grand-père, imams, les leaders religieux, mais aussi des adultes et certains adolescents. Les thèmes principaux abordés dans ces journées sont les mutilations génitales féminines et le mariage d'enfants. Les idées traditionnelles et des nouvelles idées vis-à-vis de ces pratiques sont débattues, surtout par les autorités culturelles. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire quant aux résultats de ce programme? En 2019 et 20, l'Institut de santé et de la reproduction de l'Université de Georgetown, en collaboration avec l'Institut de population, développement et santé à l'Université de Cheikh Anta Diop à Dakar, a conduit une évaluation à 2 volets, une étude quantitative et une autre qualitative, pour essayer de voir les résultats de ce programme. Ensuite, à partir de l'étude quantitative, l'évaluation a conclu que la stratégie de DHF a créé des espaces de dialogue et de recherche de consensus entre les aînés, les adultes et les adolescents, entre les femmes et les hommes. L'approche a contribué à promouvoir des changements dans les normes sociales relatives à la scolarisation des filles, le mariage d'enfants, les grossesses précoces et les mutilations génitales féminines dans tout le système communautaire. Un résultat très, très positif. Et ensuite, dans l'étude qualitative, le résultat principal du programme DHF est qu'il a renforcé les liens entre les membres de la communauté. Celui-ci est une réalisation fondamentale dans un contexte où les valeurs collectivistes priment. Et je devrais ajouter ici, je ne l'ai pas mentionné, mais que ce résultat, que le programme a renforcé la cohésion sociale entre les membres de la communauté. La situation de départ était vraiment une cassure dans les relations entre les générations et également faible communication, relation entre les hommes et les femmes. Et je peux ajouter aussi qu'en plus de ces deux études, ou cette évaluation à 2 parties de l'Institut de santé et de la reproduction de Georgetown, il y a une dizaine d'autres petites études que nous avons commanditées qui ont investigué des différents aspects du programme. Et aussi bien les études de Georgetown que les autres études sont disponibles si jamais il y a des gens qui s'y intéressent. Ensuite, ce schéma résume visuellement les résultats clés de cette stratégie. Comme je viens de dire, avec le renforcement de la cohésion sociale et communication entre les générations et les sexes, ceci a contribué d'une part à accroître la confiance, l'empowerment, si vous voulez, des jeunes filles, mais en même temps à changer des attitudes de la part des acteurs familiaux et communautaires vis-à-vis de DHF. Une approche au changement social, vraiment une approche systémique. Et que ces éléments ont contribué par la suite, et selon les évaluateurs, au changement
des normes, en tout cas au processus de changement. Ils n'ont pas conclu que les changements sont à 100%, mais qu'on contribué au changement des normes sociales et pratiques vis-à-vis de la scolarisation des filles, le mariage précoce, les grossesses précoces, les mutilations génitales féminines et également vis-à-vis de la communication intergénérationnelle et l'équité de genre. Pour finir, ensuite, quelques enseignements tirés de ce programme. Pour promouvoir des changements de normes communautaires, une approche systémique qui implique les différents acteurs familiaux et communautaires est nécessaire. Ensuite, étant donné le rôle, le statut et le pouvoir des aînés, pour favoriser un changement systémique et pérenne, il est essentiel de les impliquer. Ensuite, les grands-mères constituent une ressource abondante et sous-utilisée étant donné leur statut, leur proximité et leur engagement vis-à-vis du bien-être des adolescentes. Et quelques derniers enseignements, toujours les grands-mères, cette expérience a montré que les grands-mères sont ouvertes au changement, toutefois que l'approche utilisée est basée sur le respect et le dialogue, que le renforcement des connaissances et confiance des grands-mères peut les transformer en agents de changement puissants en faveur du développement holistique des filles. Et enfin, le renforcement des relations entre les trois générations de femmes crée une ressource de pouvoir importante pour promouvoir le développement des adolescents. Ensuite, je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup, Judy, pour cette intervention assez riche et intéressante sur un sujet quand même très original. D'ailleurs, on en parle rarement, au moins dans les sociétés occidentales. Il y a quelques questions qui ont été posées, je vais juste les Mhm. chercher. Voilà, donc, est-ce qu'il y a une... Voilà. Voilà, c'est une question que je me posais en vous écoutant. Je lis la question telle quelle. C'est très intéressant cette approche intergénérationnelle. On parle beaucoup des sociétés africaines. A-t-on évalué si la même approche pourrait marcher dans les sociétés occidentales? Bon, cette question m'a souvent été posée. En tout cas, je pense que le scénario au départ est similaire, peut-être encore plus grave dans les sociétés occidentales, en ce qui concerne cet écart entre les générations. Euh, donc, je pense que, en principe, je ne sais pas si l'approche sera exactement la même, mais de toute façon, je pense que tant que le problème existe, et comme tout problème, il faut essayer, il faut développer des stratégies qui ont comme objectif explicite de rapprocher, de renforcer la communication, l'écoute, le partage entre les générations. Donc, je pense que, au fond, comme je viens de dire, je pense que le besoin de renforcement de la communication entre les générations est là. Et je pense que c'est aux organisations dans le Nord de développer explicitement les approches allant dans ce sens. Autrement, on va continuer à observer cet écart assez dramatique qui semble exister un peu partout dans le Nord. Oui. Alors, une autre question qui se pose aussi très intéressante. Quelqu'un qui dit que certains de ses contacts à la Banque mondiale, financés par centaines de millions de dollars par la Fondation Gates, entre autres, indiquent le succès du programme d'éducation des filles en Afrique de l'Ouest est mesuré par le taux de filles sous contraception. Ils en sont personnellement très choqués même s'ils soutiennent l'usage de la contraception et de l'avortement de manière générale. Quelle est votre expérience de terrain en la matière? Attends, quelle est la question exactement? Vous avez... Alors, si j'ai Oui, bien compris la question, oui. c'est le lien entre la question de la promotion de la contraception et l'avortement chez les jeunes filles.
dans l'éducation des jeunes filles dans l'Afrique de l'Ouest. Oui, Et oui. je pense que c'est ça la question sur ce sujet-là. À Euh, moins que je laisse la parole à la dame qui a posé la question, celle qui voit. J'attends sa réponse. Mais vous je pouvez ne déjà vois, commencer à répondre en attendant. je ne vois pas. Bon, je ne sais pas exactement la question. Euh, oui, peut-être c'est mieux qu'elle clarifie parce que je vois les éléments dont elle parle, mais je ne vois pas la question exactement. Oui, chère madame, c'est moi, Voilà. l'une des intervenantes, l'intervenante suivante d'ailleurs. Euh, Ce que j'ai compris, c'est que le taux de mesure du succès des programmes d'éducation des jeunes filles est corrélé 100% avec le taux de mise de ces mêmes jeunes filles sous contraception. Quelle est votre expérience pour les pays que vous avez étudiés? Je vous remercie. Bon, ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment étudié. Euh, et dans notre expérience, et une étude qu'une sociologue sénégalaise vient de faire pour nous, elle a trouvé que, oui, dans le contexte de notre programme, elle a trouvé que, euh, en effet, les grossesses précoces ont diminué, ont fortement diminué. Et l'objectif de son étude était d'identifier les facteurs qui éventuellement ont contribué à cette baisse, non? Et cette baisse qui est directement, indirectement liées aux possibilités des filles à continuer leur éducation, n'est-ce pas? Et ce qu'elle a trouvé, c'est que cette baisse, dans notre cas, n'est pas liée à l'utilisation de la contraception. Il y a des centres des jeunes qui offrent ces services, mais c'est plutôt lié au renfort. Je pense que c'est des résultats très importants. Je dois les partager avec la Banque mondiale. C'est lié au renforcement de la communication entre les filles et les grands-mères, surtout avec les grands-mères. Et les grands-mères qui donnent beaucoup d'importance à l'éducation des filles, qui encouragent les filles d'attendre pour se marier, enfin de ne pas se marier avant, au moins, avant d'avoir terminé les études. Et euh, donc, dans ce cas-là, c'est une petite étude, mais ces résultats n'affirme pas les informations de la Banque mondiale que vous venez de mentionner. Merci bien. Je vais donner la parole à quelqu'un de participant. Je pense que c'est un membre de la Grandmaster Project. Je vais juste un instant voir où est-ce qu'elle est la personne. Oui, Euh, Elle a dit, ah, elle est là. Oui, je vous cherche un instant, madame. oui, Allez-y, vous pouvez parler. oui, Il c'est faut juste notre. activer votre micro. Et le, C'est bon, Allô? on vous entend. Allô? Oui? Bonjour tout le monde, c'est Mamoudou Ah, bonjour. Koulibaly. Donc, Oui, bonjour, monsieur. je suis le directeur pays de Grand Mose Project au Sénégal. Merci vraiment aux organisateurs en cette journée de la femme qui marque un peu les avancées liées à tout ce qui a été fait vraiment au niveau des femmes. Ça, c'est très, très, très important. Je voulais féliciter Madame Obel, la directrice internationale, pour cet exposé. Mais ce que je voulais ajouter, c'est vraiment un aspect qui est très intéressant dans ce que nous faisons au niveau de nos programmes communautaires au Sénégal. C'est vraiment le renforcement, comme quelqu'un l'a dit, des relations intergénérationnelles qui renforcent la solidarité. Je pense qu'un fondement dans ce que nous faisons et qui a donné des résultats très, très, très intéressants, c'est le renforcement de la cohésion sociale qui est un élément important dans les communautés. Il contribue à véritablement faciliter le dialogue, à créer des espaces de dialogue. Et cela, les grands-mères ont joué un rôle, elles ont été des ponts dans ces relations intergénérationnelles parce qu'elles ont facilité ces relations-là entre les hommes et les jeunes générations, les filles, les femmes, les mères,
Et cela a créé un environnement très sécure pour les filles, et ce qui fait qu'il y a non seulement ce communautarisme qui facilite aux filles de pouvoir s'épanouir dans un environnement où toute la collectivité prête attention à leurs conditions de vie. Et je pense que ça, c'est un élément important. Et ça, si nous retenons quelque chose dans les programmes et un enseignement qu'il faut tirer, c'est vraiment au-delà de la prise en compte de la culture, mais il est important de voir dans quelle mesure créer, favoriser du moins cette cohésion sociale pour que les gens, parce qu'en Afrique, c'est une relation qui a beaucoup existé à l'époque, ça c'est des valeurs, les valeurs de solidarité, les valeurs d'interaction et tout ça, Madame Abel l'a dit, et c'est très important. Je pense qu'un fondement, c'est vraiment le fait qu'il y a cette cohésion sociale, il y a cet espace de dialogue et de soutien qui existe auprès des communautés et qui permettent vraiment aux filles de pouvoir s'épanouir. Et l'autre élément, c'est vraiment l'approche intégrée qui facilite également la prise en compte non seulement des questions qui nous préoccupent, parce que ce que nous voyons dans les programmes, les gens viennent parler de MGF uniquement, ou les gens viennent parler seulement de mariage précoce, alors que les communautés ont d'autres préoccupations. L'idée, c'est vraiment de combiner non seulement les préoccupations, nos préoccupations internationales, mais aussi les préoccupations de la communauté. Et ça, c'est très important parce que la plupart, les communautés, si on a tiré un enseignement, c'est que les communautés sont plus à l'aise avec des approches qui prennent en compte également des questions qui les préoccupent, surtout les questions vraiment de jeunes filles. Et je donne un exemple particulier. Si un programme qui vient, qui parle de MGF, alors que cette communauté est plus préoccupée par les questions de grossesse, vous passez à côté. Donc, je pense que c'est vraiment pour ne pas trop retenir vraiment l'antenne, mais je voulais juste dire que c'est des éléments qu'il faut prendre en compte pour les questions vraiment d'épanouissement, d'appui aux jeunes filles pour qu'elles puissent véritablement être. Et le rôle des grands-mères est très, très, très significatif dans ce cadre-là, surtout dans le renforcement de la confiance et de l'épanouissement de ces filles-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dis, il y a deux questions qui ont été posées également. Oui. C'est un collègue d'ailleurs qui pose cette question, un ami. Au vu de ce que vous avez au vu de ce que vous venez de dire, que faire des instruments juridiques régionaux en Afrique qui sont déjà élaborés à partir de cette approche? Et là, il fait référence particulièrement au protocole de Maputo en son article 14. C'est un protocole qui a été mis, je pense, en 93, si je ne me trompe pas. Il s'agit de sur la question de la reproduction, des thématiques là-dessus. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce protocole, ou sinon, quel serait votre avis sur les instruments juridiques régionaux? Bon, Le je protocole connais. vise exactement le droit à l'avortement, voilà, et Ah, tout ce qui est aussi contraception, ok. voilà. Ok. Ah, donc c'est ça le 16, Oui, c'est ça l'article 14 du protocole. Oui. l'article 14. Ok, merci. Non, je connais enfin, j'ai entendu parler du protocole de Maputo, mais je ne l'ai pas étudié. Euh, Bon, donc la question par rapport aux aspects juridiques, c'est en rapport avec l'avortement. C'est ça? Bon, de toute façon, je pense que euh, oui, la situation légale au Sénégal interdit l'avortement et je pense que c'est très, c'est très problématique pour les filles et les femmes qui se trouvent dans des situations où ils aimeraient vraiment faire recours à. Donc, bon, je pense que c'est tout ce que je peux dire. J'ai vu des cas vraiment de viol et des cas des femmes, des filles et des femmes très, très difficiles. Même, oui, la sœur
de quelqu'un qu'on connaissait à Dakar qui est mort parce qu'elle elle a avorté de façon clandestine et puis elle a eu des complications. Elle avait peur d'aller à l'hôpital et elle est morte sur le lit. Donc, je pense que, à mon avis personnel, je pense que le contexte légal n'est pas favorable à la situation de certaines femmes qui ont vraiment besoin de ces services. Mais Merci bien. Avant de poser la deuxième question, je corrigerai la date du protocole, c'est en 2003, donc je me suis trompé de 10 ans, mais c'est pas grave. Donc c'est 2003, pas 1993, 2003. oui, oui. Une question, voilà, aussi une participante. Où on en est aujourd'hui en Afrique concernant la pratique de la mutilation génitale féminine, notamment en ce qui concerne l'évolution idéologique des aînés, des grands-mères et des grands-pères, donc ça veut dire les hommes et les femmes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à cette question des MGF, mutilation génitale féminine, Où en est-ce qu'on Afrique? en est? Mhm. Oui. Bon, suivant un rapport de l'UNICEF de 2024, euh, dans certains pays, ça évolue vers le bas. Dans le cas du Sénégal, depuis 30 ans, il y a un programme et beaucoup de ressources qui ont été investies, beaucoup, des milliards, millions, en tout cas en anglais, millions. Et ce rapport conclut que le taux, la prévalence n'a pas baissé. En tout cas, très peu, mais et dans la catégorie des pays où ça n'a pas baissé. Bon, je pense que ce n'est pas le nombre de programmes, ce n'est pas l'argent dépensé, mais grosso modo, moi je pense il y a deux choses qui contribuent à les effets de tel ou tel programme sur cette question. Le premier, c'est qui est impliqué. Et deuxièmement, quelle est l'approche vraiment au changement utilisé. Ce que je peux dire qu'au Sénégal et dans la plupart dans l'ensemble des pays en Afrique où ce problème existe, bien que ce sont les grands-mères qui sont responsables pour cette pratique, enfin qui le font, et bien que les grands-mères ont beaucoup d'influence dans les familles pour décider si ça va se faire ou pas, les programmes, de façon très générale, n'impliquent pas les grands-mères. Et donc, je pense que, bon, c'est vrai qu'on peut dire que j'ai une vision biaisée parce que j'ai tellement vu l'influence des grands-mères sur un ensemble de questions vis-à-vis des femmes et des enfants. Mais je pense que la non-implication des grands-mères est un élément. Comme j'ai dit tantôt, les programmes en général visent les filles, parfois les mères, parfois les pères et jamais les grands-mères, les voyant comme un obstacle plutôt qu'une ressource. Il y a l'année dernière, dans les ateliers de formation que nous organisons au niveau sous-régional sur notre approche de changement par la culture, il y avait 10 participants maliens. Au Mali, c'est un des pays où le taux de prévalence de MGF, de mutilation génitale féminine, est le plus élevé. Presque entre 85 et 95 et 90%. Et je leur ai posé la question. Après, ce qu'ils ont fait un exercice où ils ont conclu que c'est les grands-mères qui le font, c'est les grands-mères qui transmettent la tradition. Je leur ai demandé quel pourcentage des programmes au Mali, selon vous, comme ça, implique les grands-mères et un responsable de suivi d'évaluation d'une des organisations. Il a dit entre 2 et 3%.
Je pense que c'est encore l'écart illogique. Donc, bon, si vous voulez, je pourrais partager ce qui veut ce rapport de l'UNICEF, mais en général, les résultats sont beaucoup moins que, en termes de changement, en termes d'abandon, beaucoup moins que escompté dans beaucoup de pays. Merci bien beaucoup, Julie, pour cette présentation si intéressante sur ce sujet.